La guerre en Ukraine a ramené la guerre industrialisée en Europe pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Bien que ce ne soit pas le seul conflit récent en Europe de l'Est, ceux-ci étaient de petites escarmouches en comparaison de l'énorme quantité de ressources et de main-d'œuvre mobilisées par la Russie et l'Ukraine. Il s'agit de plus qu'un simple affrontement entre deux nations, car une part significative de l'alliance de l'OTAN a jeté son poids dans la balance. C'est un affrontement entre deux grandes puissances, la Russie et l'Occident. À ce jour, l'OTAN n'a pas officiellement rejoint la guerre, mais a beaucoup fait pour soutenir la capacité de l'Ukraine à repousser l'invasion russe et même à inverser le cours de la guerre. Au début de la guerre, les troupes ukrainiennes étaient modérément équipées et la nation n'avait pas les moyens d'armer de façon adéquate les centaines de milliers de conscrits et volontaires mobilisés après la mobilisation totale. L'OTAN a rapidement expédié du matériel indispensable comme des casques, des armures corporelles et des uniformes. Aujourd'hui, l'infanterie ukrainienne moyenne est bien mieux équipée que son homologue russe, tout cela grâce au soutien occidental. Les États-Unis en particulier ont pratiquement tout fait pour repousser l'invasion russe, sauf à appuyer eux-mêmes sur la gâchette des armes qu'ils fournissaient à l'Ukraine. L'immense arsenal de moyens de reconnaissance et de surveillance américains, ainsi que son énorme appareil de renseignement, ont été utilisés contre les forces russes avec des conséquences titanesques. Les généraux et hauts officiers russes meurent à un rythme alarmant grâce aux renseignements et reconnaissances américains fournis directement aux forces ukrainiennes sur le terrain via des réseaux de partage de renseignements. Les généraux ont même célèbrement rejeté les plans originaux de l'offensive ukrainienne de septembre et les ont remodelés en collaboration avec leurs homologues ukrainiens, conduisant à l'une des défaites les plus stupéfiantes des forces russes depuis la guerre russo-japonaise. Mais la guerre en Ukraine a montré au monde à quel point les pays sont mal préparés au retour de la guerre industrielle, et la France, avec d'autres nations, prend rapidement note. La leçon la plus frappante de la guerre en Ukraine est que la Russie est loin d'être la puissance militaire qu'elle prétendait être. La deuxième leçon la plus frappante est qu'une guerre moderne contre un adversaire presque égal consomme des ressources à des taux véritablement stupéfiants. L'artillerie russe utilise en moyenne 20 000 obus par jour, avec une moyenne mensuelle de 600 000. Bien que la plupart des puissances occidentales conservent des réserves de munitions en millions d'unités, cela signifie toujours qu'avec les stocks actuels, même une puissance comme les États-Unis ne peut entreprendre que quelques mois d'opérations de combat de haute intensité avant de devoir commencer à être très judicieux dans leur utilisation de l'artillerie. Et c'est exactement le contraire de la façon dont l'artillerie est censée être utilisée. À ce jour, la Russie a perdu plus de 1000 chars dans les combats, ce nombre augmentant de manière spectaculaire lors de la contre-offensive actuelle de l'Ukraine. Au cours de cette contre-offensive en cours, la Russie est estimée perdre 10 chars par jour, un chiffre stupéfiant rendu encore plus stupéfiant par le fait que la moitié de ces chars sont abandonnés. L'Ukraine, en revanche, en perd 2 par jour, un chiffre toujours très inquiétant pour n'importe quelle puissance militaire, car perdre 60 chars en un mois serait un nombre significatif de pertes pour la plupart des armées. La France, par exemple, a un peu plus de 500 chars, donc le taux de perte équivaudrait à 12% de ses forces de chars chaque mois, un chiffre totalement insoutenable sans une forme de réapprovisionnement rapide. Si la France perdait des chars au rythme où la Russie les perd, elle perdrait 20% de ses forces chaque mois, passant de niveaux insoutenables à des niveaux catastrophiques. Pour l'Ukraine, il est utile que la plupart des anciens chars russes soient maintenant des chars ukrainiens actuels, car on estime que la moitié des pertes infligées à la Russie sont soit capturées, soit réparées par les Ukrainiens et remises en service de leur côté. Lorsque vous devenez le principal fournisseur de matériel lourd de votre ennemi, vous n'êtes pas en route pour gagner une guerre, mais vous rendez au moins leur combat très durable. Cela est peu probable pour des nations comme la France si elles devaient revenir à un état de guerre industrialisé. C'est pourquoi des nations comme la France, les États-Unis et l'Allemagne examinent attentivement leurs plans pour des conflits de haute intensité et préparent le maintien des forces de combat de haute technologie sur le long terme. Se préparer à une guerre de haute intensité signifie déployer des forces capables de remporter la victoire dans un futur high-tech. Et c'est pourquoi la France est actuellement en plein milieu d'un programme de modernisation de 20 ans, nommé Scorpion. Le programme est censé durer jusqu'en 2040, amenant l'armée française, déjà l'une des plus capables, si ce n'est la plus capable en Europe, à la pointe de la modernité, avec des forces modernes, combattant avec des armes modernes et utilisant une doctrine moderne. Pour cette initiative, la France s'est inspirée du modèle américain. Comme prévu, il existe une étroite collaboration entre les deux nations en matière militaire et sur la plupart des autres questions militaires. La France se focalise actuellement sur l'actualisation de ses forces de chars légers et moyens pour une connectivité moderne sur le champ de bataille. Dans les années 1990, les États-Unis ont remporté une victoire choquante sur l'Irak avec des pertes minimes grâce à de nombreuses technologies modernes. Mais la plus importante de ces technologies était la capacité des forces américaines à communiquer et à partager des données entre elles. Sur le champ de bataille moderne, les données sont reines et les États-Unis ont depuis lors dépensé d'énormes ressources dans ce qu'ils appellent le commandement et contrôle conjoint de tous les domaines. Il s'agit d'un réseau de systèmes qui relie les forces américaines entre elles
afin que tous les capteurs et tireurs puissent communiquer librement entre eux. Le meilleur exemple de cette doctrine est venu lors de l'invasion de l'Irak en 2003. Lors de la poussée vers Bagdad, un seul peloton de marines américains, effectuant une reconnaissance en avant d'une avancée blindée, a rencontré une importante force de chars irakiens. Les Marines étaient équipés de mitrailleuses lourdes et de quelques missiles TIOV tirés depuis des Humvee non blindés. Théoriquement, les Américains étaient totalement cuits. Le commandant irakien, ignorant que les Marines communiquaient directement avec des avions prêts à attaquer, a ordonné avec enthousiasme l'assaut. Dès qu'ils ont repéré l'avancée irakienne, ils ont demandé du soutien d'artillerie. Un bombardier B-52, utilisant les données de ciblage des Marines, a localisé l'avancée rapide en répondant à l'appel de l'armure irakienne. Le bombardier B-52 a largué 6 bombes à sous-munitions. Unité de bombe à sous-munitions 105. Une arme intelligente capable de disperser des sous-munitions sur des centaines de mètres. Chaque sous-munition étant alors capable d'identifier et de cibler son propre véhicule ennemi. En une seule passe de bombardement, une grande part de la force irakienne a été décimée, entraînant rapidement une retraite du reste. La défaite d'une colonne blindée irakienne entière par un peloton d'infanterie pourrait être l'une des victoires les plus déséquilibrées de l'histoire. C'est le pouvoir du partage de données et c'est le type de capacité que la France cherche à apporter à toutes ses forces terrestres. Sous l'appellation combat collaboratif combiné, la France lance une série de mises à jour pour rendre ses forces de chars plus légères, plus précises, agiles et dotées d'une meilleure connaissance du champ de bataille. Cependant, de nombreuses mises à niveau d'équipement arrivent ou sont déjà déployées par les forces françaises, constituant l'une des améliorations matérielles les plus significatives parmi les puissances militaires modernes. Le premier de ceux-ci est le BRC Jaguar, un remplacement pour la MX-10 RC et le RC-90 Saguet vieux de 40 ans. Le Jaguar cherchera à assumer à la fois les rôles de reconnaissance et de soutien au feu pour les forces d'infanterie de ses prédécesseurs, apportant une simplicité logistique et des capacités accrues à une force moderne. Les améliorations de l'armure et du canon de 40 mm ne sont que le début, car ce véhicule doit être économique, performant et facile à remplacer en cas de conflit intensif. Le constructeur du véhicule doit contractuellement le garder. Chaque véhicule coûte moins d'1 million d'euros. Le véhicule repose donc sur un châssis commercial 6x6 tout-terrain, intégrant des moteurs de camions commerciaux. En cas de guerre prolongée, c'est un véhicule non seulement capable et bon marché, mais aussi extrêmement facile à continuer à construire, car il nécessite peu d'outils ou de connaissances spécialisées et utilise des pièces commerciales largement disponibles. En comparaison, le Striker américain coûte près de 5 millions par unité. Remplacer un Striker perdu en temps de guerre est plus coûteux et plus long, même si vous obtenez plus de capacité pour le prix. Bien que le véhicule utilise des pièces communes aux camions militaires américains, facilitant la logistique, il ne bénéficie pas de la même disponibilité commerciale de pièces ou d'un châssis de base comme le Jaguar. L'infanterie française verra également une amélioration du transport de troupes blindées VBMR Griffin, remplaçant le VAB que ces troupes utilisent depuis 1976. Encore une fois, le véhicule repose sur le même châssis de camion commercial 6x6, simplifiant la production et l'entretien en temps de guerre. La France prévoit d'acheter près de 2000 de ces véhicules pour remplacer entièrement sa flotte de VAB. Nous voyons déjà deux façons dont la France pourrait être mieux préparée pour une guerre de haute intensité prolongée que les États-Unis. Le Striker est impressionnant, mais sa construction dépend des entrepreneurs spécialisés en défense. Les véhicules de soutien de l'infanterie française sont peut-être moins performants, mais ils sont moins coûteux et plus aisément produits grâce à la disponibilité de leurs pièces commerciales. Étant donné la contraction et la consolidation mondiale des secteurs de l'industrie de la défense depuis la fin de la guerre froide, l'acquisition de véhicules de combat à partir de sources commerciales est un avantage notable. Les attaquants pourraient exceller, mais s'épuiseront vite, et les États-Unis peineront à compenser les pertes de combat pendant des années dans une guerre, jusqu'à ce que la production atteigne son apogée. Pendant ce temps, les forces françaises bénéficieront d'un réapprovisionnement beaucoup plus rapide des forces, malgré un sacrifice sur la capacité. Scorpion n'est que le début. La prochaine phase de renforcement français débutera en 2030. Nommée Titan, cette phase du programme de modernisation de la France vise ses forces de combat lourdes, comme l'artillerie, les chars et les hélicoptères. Il est logique de se concentrer tôt sur des systèmes d'armes plus légers, étant donné que la France possède déjà des chars de combat, des hélicoptères d'attaque et une artillerie de pointe. Mais le retard est également pragmatique. La France prévoit de commencer Titan par une étude approfondie des besoins en forces projetées avant même l'acquisition d'un seul véhicule de remplacement. C'est simple. Personne ne sait à quoi ressemblera l'avenir de la guerre. Les militaires font continuellement des suppositions éduquées et surveillent les tendances mondiales, en ajustant aux besoins. Mais avec la technologie qui mène à des sauts de capacité, il est difficile de savoir à quoi ressemblera l'environnement de menaces futures. Ajoutez à cela la tendance très inquiétante de convertir rapidement l'équipement commercial disponible en armes de guerre non conventionnelles, et un environnement de combat futur peut ne ressembler à rien de ce que toute puissance a actuellement prédit. Peu, voire aucun,
observateur n'aurait pu deviner que lors des premiers jours de la guerre en Ukraine, les drones commerciaux deviendraient la caractéristique définissante du conflit et l'une des clés des victoires de l'Ukraine sur un ennemi bien supérieur en nombre. La France et d'autres puissances s'attendent à ce que l'avenir soit semé de systèmes anti-accès et de déni aérien où aucun domaine de bataille ne sera vraiment incontesté. Cela inclura les menaces A2AD traditionnelles, telles que les systèmes de destruction cinétique impliquant de l'artillerie, des drones suicides et des mines, mais aussi des menaces dans les domaines spatial et cybernétique. Le missile EM des États-Unis, une arme électromagnétique qui peut désactiver les appareils électroniques dans une zone définie, requiert un réseau de solutions pour assurer que les forces alliées peuvent combattre et gagner. Alors que l'environnement de menace A2AD continue d'évoluer, les forces nécessiteront une couche de défense semblable à un oignon, nécessitant une connectivité, une conscience situationnelle et la capacité de réagir rapidement à une variété de menaces, souvent simultanément. Dans cette optique, l'effort de la France pour mettre en réseau ses forces est un pas solide en avant. Les enseignements de l'Ukraine ont révélé aux observateurs français l'importance de la mobilité et la conscience de l'infanterie pour la victoire. La France est en bonne voie pour répondre à ces défis futurs. Ce qui reste inconnu est le sort des systèmes de combat lourds. En Ukraine, nous avons vu des chars russes détruits par de simples drones commerciaux, armés de rien de plus que des grenades ou des mortiers, et les systèmes de défense aérienne portables ont rendu l'utilisation de l'aviation russe sur les lignes de front incroyablement risquée. Déterminer comment vaincre des menaces de plus en plus petites, plus portables et plus difficiles à détecter façonnera la manière dont les véhicules de combat lourds sont conçus, utilisés et déployés au combat. Cependant, une lacune clé soulignée par les analystes français est que ces forces manquaient sérieusement de profondeur. Orientées vers la lutte contre des escarmouches rapides et mobiles en Afrique subsaharienne, les forces françaises auraient du mal dans un conflit de haute intensité, comme celui en Ukraine. Dans cette optique, la France cherche à renforcer ses forces de combat, mais comme beaucoup d'autres puissances occidentales, elle examine également sérieusement comment garantir que son industrie de défense peut relever le défi d'un réapprovisionnement rapide et à long terme des pertes au combat. Ici, elle rejoint les États-Unis et l'Allemagne, qui ont également tous deux identifié de graves lacunes dans leur capacité à fabriquer de grandes quantités d'équipements lourds. Rien qu'aux États-Unis, des centaines d'usines ont été fermées à la fin de la guerre froide. Et la production de chars américains est aujourd'hui d'environ 60 véhicules par an. En guerre, ce nombre pourrait augmenter à 20 par mois, mais face à un adversaire similaire, cela n'atténuerait guère les pertes potentielles. La manière dont la France et ses alliés répondent à ces défis pourrait décider aujourd'hui si les alliés occidentaux remportent les guerres de demain. Mais pour la première fois en 30 ans, le monde occidental se prépare à nouveau à mener des guerres mondiales. Regardez maintenant, que se passerait-il si l'Ukraine rejoignait l'OTAN aujourd'hui? Ou cliquez sur une autre vidéo